Soto bongisa yango Congo Écolo. Heureux de vous retrouver, très chers téléspectateurs de ESTV et chers amis de l'émission La démocratie en marche. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je sais que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour attendre cette émission que vous aimez tant, cette émission qui est la vôtre. Ce soir, nous allons devoir plancher sur les valeurs de la République. Et pour cela, nous avons pour invité sur ce plateau, à ma droite, nous avons Guy Benoît de Victor, qui est journaliste, indépendant et analyste politique. Bonsoir Guy Benoît. Bonsoir Judas. D'accord. Bon, et à ma gauche, nous avons le docteur Alex, qui est membre des organisations de la société civile et président de l'association M22. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, chers téléspectateurs, voilà comment le décor est planté. Mais au premier abord, nous allons devoir demander au docteur de nous dire un peu ce que c'est l'association M22. Parce que beaucoup d'entre nous, nous posons même des questions, y compris moi qui suis sur ce plateau en tant qu'animateur de cette émission. Je me pose la question de savoir c'est quoi M22 et le docteur va devoir nous édifier un peu sur cette association. Alors, docteur, pouvez nous faire plaisir de nous parler un peu de cette association M22. C'est quoi cette association? Elle a quel objectif? Et à quel but à atteindre exactement? L'association M22 est la conséquence directe de l'échec de la riposte du 22 février 1972. Les moins jeunes, peut-être que ne se rappellent pas de cette date historique. Le 22 février 1972, suite aux incompréhensions qui se passaient au niveau du comité central et du bureau politique du PCT, il y a eu une frange de certains membres de ce parti qui ont pensé que le parti ne respectait plus les engagements contenus dans les statuts de sa création et ont remis en cause un certain nombre de pratiques quotidiennes. Évidemment, ça ne pouvait pas plaire à tous les membres du comité central. Il y a donc eu des pressions et ceux qui se retrouvaient dans le cadre du regroupement autour de Ange Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, Atondi Momunjoleka, les Maxime Ndebeka, les Camille Bongo, les Mundele Ngolo, ont pensé que leur vie était en danger et qu'il était prévu des arrestations contre eux. Ils ont donc pris le devant le 22 février, par non seulement une mobilisation populaire, mais par une présence qui devait être suffisante de l'armée dans la rue. Malheureusement, il n'y a eu que le bataillon d'infanterie, où Ange Diawara Didier était le commandant, avec son adjoint Matingu Godefroy, qui est décédé au Canada, et comme commissaire politique, Jean-Baptiste Ikoko. La riposte a échoué. Certains des camarades organisateurs de cette riposte du 22 février ont été soit arrêtés, soit abattus, comme Matou Pampolo Prosper à Pointe-Noire, Élie Théophile Itou et Franklin Boukaka à Brazzaville. Donc, face à l'échec de la riposte du 22 février, Diawara, Ikoko, Oluka et Bakekolo n'ont pas été arrêtés. Ils se sont donc repliés dans la forêt de Ngoma Tete, où ils ont rédigé
ce qui est devenu à leur mort l'autocritique du M22, donc leur testament politique, qui a été distribué sous le manteau à Brazzaville et à l'étranger. Ce document a fait écho parce que c'était pour la première fois que des Congolais analysaient la situation de leur pays. Analyse où ils expliquaient les raisons de leur riposte du 22 février 1972 qui avait échoué. Et ils appelaient les travailleurs, les paysans, les jeunes, les soldats à s'organiser pour continuer la lutte. Et c'est de là qu'est parti le concept de l'obimitrie, oligarchie bureaucratique, militaro-tribale. Voilà, en gros, ce que veut dire le M22. Maintenant, pendant que les autres étaient en prison, les Diawaray, Koko et les autres ont organisé le maquis, qu'on appelait la montagne, jusqu'en avril 1973, pendant que les autres étaient en prison. Donc ceux qui étaient en prison n'ont jamais été dans les structures du maquis. D'accord, mais pourquoi, justement, excusez-moi de vous interrompre un peu, parce qu'il va falloir que nous puissions un peu être beaucoup plus explicites. C'est bien l'histoire, parce que justement, comme je l'ai toujours dit, cette émission, elle est justement socio-politique, mais c'est pour édifier, enseigner, former et informer aussi l'opinion. Parce que normalement, nous, les jeunes aujourd'hui, il faut aussi avoir une idée sur l'histoire. Donc ça tombe à pic, mais... Concrètement, le M22 voulait dire quoi exactement? D'où vient le M là? C'est quoi le M? Le 22 c'est quoi? C'est vrai que vous relatez un peu les faits, mais le M là, ça voulait dire quoi? Bon, dans le M, chacun y va de sa propre proportion d'analyse. Hein. Comme ceux qui ont conçu le concept ou bien l'appellation M22 sont morts. Certains pensent que le M, c'était matricule 22 auquel portait Matsuo André lorsqu'il était en prison à Mayama. Et le 22, ça voulait dire quoi? En date? C'est le M matricule 22 de Matsuo. Ah, d'accord. C'est le numéro du matricule. Le numéro matricule de Matsuo. Certains disent que c'est Montagne 22, parce que le maquis s'appelait aussi Montagne. Les autres disent que c'est mouvement. Le 22 février. Comme moi, je n'ai pas été en face d'eux lorsqu'ils écrivaient leur document autocritique du M22, je ne peux pas affirmer si c'est matricule 22 en hommage à Matsoua, si c'est Montagne 22 du 22 février, ou c'est mouvement du 2 février. Du 22 février. Donc voilà les trois pistes pour ceux qui font des recherches, vers lesquelles il faut se tourner. Merci beaucoup, docteur, parce que... Je crois qu'il fallait poser la question au docteur si Diawara et les autres croyaient en Matsoua. Est-ce qu'à cette époque, il y avait le matsanisme pour qu'on dise que c'est le matricule 22? Non, mais de toutes les façons, le but de notre émission de ce soir, c'est pas celui-là. Mais nous aurons le temps pour, justement, pour ton bonheur, on aura le temps la prochaine fois pour bien préparer une émission qui va dans ce sens-là. Mais nous sommes ici sur les faits un peu concrets. Alors, chers téléspectateurs, chers invités, vous savez, comme moi, que les pères fondateurs de notre chère République ou cher pays avaient construit ou bâti leur sentiment d'appartenir à la patrie sur trois valeurs fondamentales: unité, travail et progrès. C'est aussi la devise de notre cher pays, le Congo. Ces valeurs devraient être la base ou le soubassement de tout régime politique qui arrive au pouvoir dans notre pays afin justement de se donner dans la gestion suprême de notre cher pays. Alors, chers téléspectateurs et chers invités, voilà le thème de notre émission ce soir. Il s'agit justement des valeurs de la République qui sont, à titre de rappel, l'unité, travail et progrès. Alors, la première question que je vous pose d'emblée, qu'est-ce qu'on peut comprendre par valeur, docteur? Effectivement, actuellement dans notre pays circulent
le concept valeur, anti-valeur. Je pense que c'est une vision qui englobe des attitudes qui devaient être ramenées de notre passé. Quand on dit valeur, et dans le Congo, on appelle ça Kimuntu. Être homme, valeur. Et les valeurs que ceux qui ont dirigé la République à partir de 1958, parce que c'est le 28 novembre 1958 qu'est née la République, donc qu'est née la devise unité, travail, progrès. Dans ce sens que il y a beaucoup de concepts qui circulent que certains d'entre nous ne maîtrisent pas. On confond la terre, on confond la patrie, on confond la République, on confond l'État, on confond la nation. D'accord, là on va y arriver, ne vous en faites pas. Alors on va se tourner du côté de Guy Benoît. Alors Guy Benoît, si c'est possible que vous essayiez, vous en tant qu'analyste politique et observateur, en même temps journaliste, depuis un certain temps, dans ce pays, on parle du contraire des valeurs. Alors, les gens savent plus ou moins ce que c'est le contraire des valeurs, mais aujourd'hui, quand on veut éduquer un enfant, on ne peut que lui parler du bien, on ne peut pas lui apprendre ou lui parler des choses négatives. Alors, justement, il s'agit ici des valeurs. Je m'imagine que vous êtes père de famille et en tant que membre ou la pierre aussi de la construction de l'édifice qui est notre pays, comment pouvons-nous, ou vous, comment comprenez-vous ce concept valeur? Très bien. Merci beaucoup, Judas. Merci. Je crois que le docteur a défini les valeurs de la manière la plus simpliste. Je ne vais pas compliquer, sauf que, en quelques mots, je peux dire que les valeurs, ce sont les principes. Les valeurs, c'est des principes moraux ou esthétiques d'un groupe ou d'un individu. Vous voyez, les valeurs, ce sont des principes. Une valeur, c'est un principe moral à laquelle chacun doit s'y tenir. Vous voyez, c'est comme une ligne de conduite. Et alors, la meilleure des lignes, je fais ceci au bas mot pour que chacun comprenne que quand on parle de valeurs, ce sont des principes moraux édités pour que le groupe social observe et que chaque groupe social ou chaque individu qui compose ce groupe-là observe ces valeurs-là sans transiger. Alors, pour quel but alors mais c'est pour que la société soit en harmonie. Parce que nous sommes dans la société sur la base d'un contrat social. Or, le contrat est, pour avoir un contrat, il faut avoir des articles, des lois. Vous voyez, des articles, des lois que chacun doit observer au même titre. Vous voyez, nous sommes dans une société, la société doit être organisée et on organise la société sur la base de quoi? C'est comme les lois, comme les 10 commandements par exemple, ce sont des valeurs. Vous voyez, dans la Bible, quand on parle des 10 commandements, c'est des valeurs que tous ceux qui ont cru en Dieu, donc chrétiens ou musulmans, parce qu'on croit en Dieu, doivent observer. Mais aller à l'encontre, vous êtes dans ce qu'on appelle anti-valeur. Et dans le monde chrétien, on appellerait ça le péché. Vous voyez, on appellerait ça le péché. Et donc, la société comme la nôtre, une société organisée, est basée sur ces principes-là. Vous voyez, sur ces principes. Et je crois, pour à le faire simple, imaginez-vous à la conférence nationale quand il sort le prélat qui y était, avec sa veste de prélat, a dit que plus jamais ça, désormais dans ce pays, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Ce sont des valeurs
qu'il a édité pour que désormais chaque acteur politique ne fasse plus la même chose, parce que c'est ça qui a tué le pays, ou qui a arrêté l'évolution du pays, ou qui a mis le pays en déliquescence. D'accord, qui a mis le pays en déliquescence. Alors maintenant, le problème, c'est que peut-on attendre d'une société qui, par exemple, ne considère pas des valeurs comme vous les avez définies, docteur? Est-ce qu'une société qui ne prend pas des valeurs en compte ou en considération, où les gens n'intériorisent pas ou n'extériorisent pas, parce que les valeurs, il faut d'abord les intérioriser et après les mettre en pratique, c'est-à-dire les extérioriser. Mais une société qui, malheureusement, entre guillemets, ne met pas ces valeurs en pratique, que peut-on attendre d'une telle société? Moi, je voudrais revenir sur le concept de nation. Je suis quand même surpris quand j'entends des personnes diplômées qui ont été à l'université et qui se considèrent comme intellectuelles parler de l'unité nationale, la nation congolaise, alors que tout le monde sait, dans sa grande majorité de notre peuple, que la nation congolaise est en difficulté dans le processus de sa construction. Et qui, comme toute nation, est un plébiscite de tous les jours. Et cette difficulté dans le processus de sa construction risquerait de voir son processus ne pas aboutir avant même d'avoir pris corps par le manque d'unité entre ces citoyens, faute de savoir vivre ensemble. D'accord, donc la difficulté pour vous, c'est cette difficulté, c'est dû à quoi exactement la difficulté dont vous faites allusion? Moi, je ne sais pas. Et à certains moments, nous nous mentons à nous-mêmes. Tout le monde sait, tout le monde voit, tout le monde entend, mais tout le monde fait semblant d'être aveugle, d'être sourd et d'être muet. Et c'est ça qui est le plus grave dans notre pays. En commençant par ceux qui ont étudié, en commençant par ceux qui ont les diplômes. Nous nous mentons à nous-mêmes. Tout le monde sait que celui qui est le citoyen qui est dans la Likwala ne sent aucune union de citoyenneté avec celui qui est dans la Lekumu ou dans le Poul. Ou bien les premiers habitants du Congo, ceux qu'on appelle aujourd'hui les populations autochtones. Mais moi, j'aime bien le mot pygmée, parce que tout le monde est venu les trouver sur cette partie de l'Afrique centrale. Quels sont les rapports que les pygmées ont avec les Bantous? Est-ce que ce sont les rapports d'unité? Est-ce que le Bantou considère le pygmée comme étant un citoyen de ce pays? Alors, Guy Benoît, d'après ce que dit le docteur, alors, je me rends compte que lui parle de l'unité. Alors, est-ce que pour toi, tu penses que l'unité fait partie justement aussi des valeurs ou de ces valeurs qui devraient être le soubassement d'une société? Évidemment. Mais la preuve, c'est que la République en a confirmé dans la maxime unité, travail, progrès. Donc l'unité, c'est la base de vivre ensemble. Ok? Donc quand le docteur est en train d'épingler quelques stigmatisations qu'il y a dans ce pays entre les Bantous et les Pygmées, il ne s'y trompe pas. Parce qu'évidemment, il a voulu parler de la nation, mais entre-temps, il faut savoir que pour qu'il y ait une nation, il faut qu'il y ait d'abord le sentiment d'appartenir à un même pays, à un même, peut-être un même peuple, à une même nation. Vous voyez? Or, nous avons ici, jusqu'à cette date où nous parlons, nos frères congolais autochtones qui n'ont même pas les pièces d'identité. Donc, puisqu'ils n'ont pas les pièces d'identité, est-ce qu'ils sont congolais? Ils sont apatrides. Parce que vous ne pouvez pas déterminer que les pygmées autochtones, ou autochtones que nous trouvons au fin fond de la Likwala, de la Lekumu, des plateaux et partout, on ne peut pas prouver que ce sont des Congolais. Parce qu'il y a des enfants qui naissent sans acte de naissance. Et quand on fait les cartes nationales d'identité, je vous en prie, peut-être que vous n'avez pas encore été dans ces milieux-là,
vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens plus vieux que vous et plus vieux que ceux qui nous dirigent, mais qui ne même pas la carte nationale d'identité. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont Congolais? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes unis? Parce que l'union parle de tout cela. Alors non, finalement, je me dis, ça m'arrive à l'esprit de vous poser la question de savoir, alors pourquoi ces pères fondateurs de la République avaient fait ce choix, ou leur choix, ou avaient porté leur choix sur ces trois concepts, ou sur ces valeurs qui sont donc l'unité, travail et progrès. Oui, vas-y. Bien, mais je crois que c'est en conséquence, c'est en connaissance de cause. Parce qu'imagine-toi, jusqu'en 1958, le Congo est sous l'emprise du colon. Et même après 58, à la proclamation de la République, le Congo reste et demeure sous l'emprise du blanc. Bon, il y a quelque chose que le docteur a fait glisser, que l'hymne national a été décrit depuis 58. Non, c'est après 58, parce que c'est à la proclamation, c'est à la période de l'indépendance que le Congolais était libre. Parce que jusqu'en 58 et en 59, en 60, c'est la Marseillaise qu'on chantait ici, parce que le blanc était là et le blanc ne pouvait pas chanter l'hymne du Congo. Et c'est au départ du blanc que les pères de l'indépendance ont fini par composer l'hymne national. Mais vous allez voir dans le texte de l'hymne national, il décrit ce qu'on a vécu en fonction de l'histoire vécue par les Congolais. Parce que quand le blanc encore là en 58, le blanc nous donne quelques libertés d'organiser quelques élections pour quelques institutions de la République. Mais ne vous en faites pas, en 59, qu'est-ce que nous avons vécu? Une guerre presque tribale. Mais au regard de cette guerre qui a divisé la nation en nord-sud, bien que certains sudistes pouvaient être avec les nordistes et certains pouvaient être avec les sudistes, mais ça a créé une division, une scissure de la République. Mais c'est en fonction de cela et quand on compose l'hymne national qu'il faut proclamer l'union ou l'unité de la nation congolaise parce qu'elle est à bâtir. Et on ne peut bâtir une nation qu'avec une vision. Il faut avoir de l'ambition. Il faut savoir l'objectif à atteindre. Évidemment. Et bien voilà. Exactement, docteur. Alors, quand les pères de l'indépendance... Je veux relever ce que je n'ai pas dit, oui, que rapidement. Mon contradicteur m'a fait porter. Oui. Je n'ai pas dit que la Congolaise a été créée le 28 novembre 58. J'ai dit que la République a été proclamée en 58. Évidemment. Et lorsqu'on échangeait, j'ai dit que jusqu'à présent, moi, je ne connais pas qui est l'auteur de l'hymne. D'accord. Alors, ok, d'accord. Bon, maintenant, en revenant... La question, c'était de savoir, oui. Alors, l'unité dont les pères de l'indépendance ont fait allusion, c'était pour quel but exactement? Mais bon, je pense que c'est un problème de vision. C'était l'objectif à atteindre, c'était l'unité de tous les fils et les filles de ce pays. Et que c'était dans le travail que nous pouvions avoir un développement pour aller vers le progrès. Or, malheureusement, ne connaissant pas l'histoire passée de notre pays, nul ne peut nier que ceux de nos compatriotes dont les ancêtres se sont retrouvés par les circonstances du destin sur un même territoire, donc une même terre qui est devenue la patrie pour tout le monde, ont en commun un double legs. Le premier est la tradition bantoue, les valeurs que celle-ci incarne. Le deuxième étant le passé colonial, avec son cortège de souffrances et d'humiliation, qui a conduit à l'aliénation par l'Occident, qui nous ont déconnectés de l'âme kamite, donc de l'âme noire du Capioca, celle de l'Égypte antique. Donc, j'ai dit, à partir de cet objectif qu'il voulait atteindre de l'unité, il y a le poète communiste Paul Éluard qui entonnait que les hommes sont faits pour s'entendre, pour se comprendre et pour s'aimer.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, puisque nous utilisons la même devise et notre hymne national en parle aussi, alors ça veut dire en un mot que normalement, ce sont les valeurs fondamentales de l'existence de notre communauté, de notre pays. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on parler des difficultés ou encore des problèmes qui se posent pour justement la pratique de cette valeur qui est l'unité de notre pays? Bon, évidemment, je crois, j'ai dit tout à l'heure que quand les pères fondateurs choisissent cette triade de la unité, travail et progrès, c'est en condition de cause, je l'ai dit. Parce que nous avons une histoire. N'oubliez pas qu'avant d'être le Congo, nous étions moyen Congo. Et le moyen Congo n'avait pas 342 000 km². Le Congo français. Eh bien voilà, le Congo français, c'était pas 342 000 km². Et dans le moyen Congo, n'oubliez pas, dans les 342 000 km², il y a des gens qui se sont retrouvés et dont les grands-parents, les arrière-parents se retrouvent au Gabon, se retrouvent au Cameroun, se retrouvent en RDC, se retrouvent en RCA. Donc regardez les frontières, vous allez vous rendre compte que ici au Congo, dans les 342 000 km, parce que l'unité qu'on proclame, c'est la conservation des 342 000 km², parce qu'on a dit que notre pays est un et indivisible. Puisque le pays est un et indivisible, il faut éviter que les Congolais qui sont au bord des frontières pensent que l'ethnie majoritaire se retrouve au Gabon et il faut que nous constituions aussi un petit pays à part. Vous voyez, c'est pour arrêter net toutes ces velléités de partition. Parce que n'oubliez pas qu'en face de nous, nous avons eu des pays voisins qui réclament la sécession et qui réclament la partition du pays. Et pour éviter de tomber dans cette erreur-là, les pères fondateurs ont voulu mettre les barrières. Et donc, chaque citoyen qui se considère congolais doit lutter pour que le pays soit un et indivisible. C'est proclamé dans toutes les constitutions de la République de notre pays, depuis les indépendances jusqu'à la nouvelle constitution que voici. L'unité, parce que l'unité c'est quoi? Mais c'est l'absence de désaccord. N'est-ce pas? L'unité c'est l'absence du désaccord ou la rupture. Donc l'harmonie en un mot, mais c'est la cohérence, la fraternité, la fraternité, la cohérence interne, l'homogénéité de pensée, l'homogénéité de foi, d'appartenir à ce même territoire, de défendre ce territoire-là. C'est pourquoi, quand le président prête le serment, il dit qu'il doit défendre le territoire, les 342 000 km², et assurer l'unité nationale. Mais l'unité nationale s'assure comment? Vous voyez, c'est cette unité-là, proclamée par les pères fondateurs. C'est l'union, c'est l'intégrité territoriale à conserver. Vous voyez, donc le regroupement humain qui se trouve dans ces 342 000 km², chacun à son côté doit croire et doit éviter les velléités de sécession, les velléités de partition du pays, les velléités de Congo d'Antotila avec, je ne sais pas, royaume X, royaume Y, parce que ça risque de nous mettre en difficulté. Nous sommes Congolais. Je crois. L'une des raisons qui ont fait que pendant le monopartisme, toutes ces royautés-là ont presque disparu, c'était pour éviter la partition du pays. Parce que n'oubliez pas que pendant le monopartisme, bon, le docteur a voulu nous parler a essayé de nous parler du M22, mais il y a eu plus de coups d'État pendant le monopartisme parce que il n'y avait pas d'unité. Mais il n'y avait pas d'unité. Et c'est ça qui nous a mis en difficulté et qui continue certainement à nous mettre en difficulté parce que cette unité dont nous parlons est presque de façade. Alors, est-ce que aujourd'hui... Non, mais je vais relever... Oui, rapidement, oui. Ce que mon contradicteur venait de dire, il a dit quelque chose de très grave. Que avant qu'on arrive dans la forme d'organisation politique au monopartisme, donc à la création du PCT, il y avait beaucoup de coups d'État. Et que depuis que le PCT a été créé, il y en a moins. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas ce que j'ai dit.
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé du monopartisme. Tout Oui, ça, oui. c'était le PCT. Oui, oui. Ouais. J'ai dit il y a beaucoup plus de coups de... Mais le il y avait beaucoup plus de- monopartisme a été instauré à partir du 31 décembre 69. 1969. Oui. Donc c'était la création aussi, je crois, si j'ai une bonne mémoire, du Parti congolais du travail. Oui, Donc c'était sous le régime du PCT. Du PCT, Oui, donc le d'accord. monopartisme. Oui. Mais moi je dis que c'est faux. Pourquoi, après la mise en place du monopartisme, il n'y a plus eu de coup d'État? Mais Alors déjà, ça veut je dire- vois qu'il y a des contradictions Oui, parce oui, que lui, il mais- dit que mais ça veut il y a eu dire- plus de coups d'État lors du monopartisme. Non, Donc, il dit non. Sans le monopartisme. J'ai dit Sans. non, Non, j'ai il dit dit, lors du monopartisme, il y avait plus de coups d'État Voilà, c'est qu'avant. qu'avant. Qu'avant et que maintenant. C'est ce que j'ai dit. Parce que Voilà. lorsque nous regardons calmement, pourquoi les gens ont cette tendance à croire que les coups d'État étaient dirigés contre le PCT? C'est Mais pas ce que j'ai dit. Parce que le PCT, moi je me rappelle, le PCT englobait tous les cadres. Ouais. Que vous soyez membre du PCT ou pas, lorsqu'il y avait une session du comité central, on donnait du travail de réflexion à tous les cadres. Et les principales commissions du PCT regroupaient les analyses des cadres et les présentaient Au moment du parti. à la conférence ou au congrès du parti comme étant une contribution des cadres. Bon, en un mot, on peut dire que Bon, le donc- PCT pouvait être aussi, enfin le monopartisme avec le PCT pouvait être aussi un élément qui incarnait l'unité. aurait dû incarner l'unité. D'accord. Mais moi je reviens encore. Vous ne voyez pas que au niveau de la riposte du 29 février 1972, il y avait les cadres, non seulement du pôle, puisqu'on a toujours tendance à croire que ceux qui se rebellent contre le pouvoir établi depuis que Ngouabi était arrivé au pouvoir, c'était les gens du pôle. Mais le fait que dans la riposte du 22 février et dans le maquis de Ngoma Tchétché, il y avait les gens de presque toutes les régions. Il y avait et le Congo, et les Ngala, et les Teke, et les BMB, et tout le monde. Mais il est arrivé un moment quand on commençait à juger les gens. Les gens se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et vous avez vu que tous les Français qui avaient été arrêtés dans le problème du maquis ont été relaxés. Puisque Mme Gisèle Halimi, c'est elle qui était venue les défendre. On les a tous fait repartir, on les a libérés. Ce sont les Congolais qu'on a gardés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un show. Donc moi je dis, poser la question de l'unité, c'est poser celle de l'homme. Celle de vivre ensemble et de ses agrégats. Mais pourquoi notre pays a échoué dans la mise en place de son unité? De celle de ses enfants dont les ancêtres avaient en commun un double legs, comme je l'ai dit plus haut. Comment les citoyens d'une république qui ont en legs la patrie commune de leurs ancêtres peinent-ils à faire aboutir le processus de construction d'une nation? Mais c'est parce qu'il y a eu des problèmes. Tout à l'heure, mon contradicteur journaliste a parlé de la guerre de 59. Mais la guerre de 59 a laissé beaucoup de frustration. La guerre de 59, dans la manipulation politique sur des bases de l'appartenance tribale et ethnique, les gens ont présenté ça comme étant que c'était une guerre entre les gens du Nord et les gens du Sud. Mais c'est faux. Mais les Moshi ne se sont jamais battus contre les Bakongo en 59. C'était plutôt les Kouyou, qui sont des guerriers, qui se sont battus contre les Bembé, qui sont des guerriers. En 59. Vous pouvez vérifier. Et c'est de là où les gens à Brazzaville ont découvert la danse et Congo. Et cette frustration de 59, lorsque Youlou arrive au pouvoir, il oublie les Bembé.
Mais pourquoi Youlou devrait considérer les Bémbé ou bien prendre en compte que l'ethnie Bémbé alors qu'il arrivait au pouvoir pour gérer toute une nation? Ce n'était pas pour gérer une ethnie. Il avait quels liens spécifiques ou particuliers avec les Bémbé à cette époque-là? Mais l'histoire nous enseigne que les Bémbé, les Bichi-Congo, les Luango, avant de venir dans cette partie qui est devenue le territoire du Congo français, à partir du 15e siècle, ils ont commencé à venir du Congo dans Tochila après la guerre d'Anguilla. Donc ce sont des gens qui sont venus dans un même concept de migration. Ce que les gens ont oublié parce que la guerre entre les Congos de 93, la guerre de 1993, lorsque les Souba étaient au pouvoir, entre les gens de Kolela et les gens de l'Issouba, mais ça a été une triste affaire. Parce que deux frères peuvent se battre, mais ils ne peuvent pas s'entretuer. Il y a eu des morts. La guerre de 93. Oui, mais là, je vous ai posé une question. Et c'est comme je fais l'analogie. Et c'est comme lorsqu'il y a eu le problème d'Anga. C'était pas les Congo qui sont partis faire la guerre à Congo, non? Non, mais je pense qu'on ne doit pas aller dans tous les sens parce que nous sommes sur un sujet ou un thème bien précis. Nous parlons ici des valeurs de la République, justement. Oui, je peux comprendre que les guerres, les frustrations, justement, font partie justement des méfaits ou de la non-mise en pratique, justement, des valeurs. Mais aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est que l'objectif principal ou le but principal de l'unité d'un État, c'est quoi exactement? C'était la question justement que je posais à Guy Benoît. Alors, docteur, justement, je reviens sur la même question. Pour vous, quand les pères de l'indépendance ont parlé de l'unité, vous avez parlé de la vision et le but de manière pratique, c'était quoi exactement? Mais c'était l'objectif à atteindre. Et l'objectif là, c'était quoi? Mais attendez, tout à l'heure, lui, il a dit qu'il y a eu la guerre de 59. Mais après une guerre, lorsqu'on signe la paix des braves, on fait fi de ce qui a conduit à la guerre. Mais qu'est-ce qui avait conduit à la guerre? C'était les divisions. Les divisions purement politiciennes. Un député qu'on a débauché pour faire basculer une majorité à l'Assemblée territoriale, à Pointe-Noire. C'est ça qui a provoqué la guerre de 59. Donc, les pères de la période indépendance, de cette période-là, Youlou et Opango ont pensé qu'il fallait mettre un terme à ce genre de situation. Ils ont eu une vision. Ils disent il faut qu'on soit unis. Unité et qu'on se mette au travail. Alors, évidemment, pour faire avancer évidemment, le pays dans le je voulais arriver à ce niveau-là. Alors, ils ont parlé de l'unité et du coup, ils ont pensé qu'après l'unité, ils ont parlé du travail. Alors, ils voulaient faire allusion à quoi? Le travail dont ils parlaient, c'était quoi? Construire le pays? Ou bien c'était quoi exactement? Ou encore à cette époque, les gens étaient en chômage, où il fallait que les gens se donnent des moyens pour trouver de quoi survivre. Oui, merci beaucoup. Je crois que on va encore circonscrire la pensée pour qu'on ne se disperse pas. Nous disons que l'hymne national vient après les indépendances, ou pendant les indépendances. Et quand vous lisez le texte de l'hymne national, vous allez comprendre qu'on commence par « on se joue ». C'est quel jour? C'est le jour de l'indépendance. On se joue, le soleil se lève. Voyez? Et si vous complétez, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, la chute, c'est que « vivons pour notre devise ». Oublions ce qui nous divise. Qu'est-ce qui nous a divisés? Et c'est ce que je dis, c'est les querelles de 59 et autres qui nous ont divisés. Et maintenant, les pères de l'indépendance pensaient, il faut oublier ce qui nous a divisés, voyez, pour que nous vivions ensemble dans l'union. Et nous, parce que tant qu'on ne travaille pas dans l'union, autant qu'on n'est pas unis, on ne peut pas travailler. Ça serait un travail fractionnel. Or, le travail fractionnel ne produit pas du progrès. Ne vous assure rien. Donc, unité, si nous sommes unis,
Nous devons travailler. Parce qu'avant nous, il y avait qui? Il y avait le blanc qui nous forçait à travailler par la chicotte. Vous voyez, maintenant qu'il est parti, le pays nous appartient, le soleil s'est levé, il faut que nous soyons plus unis que jamais pour que nous travaillions pour le progrès de notre nation. Et le travail, c'est un effort requis pour la tâche à effectuer, puisque nous avons la tâche du développement. Parce que le blanc est arrivé, soi-disant pour développer nos pays, pour nous sortir de la bestialité, de la souffrance, de la misère, vous voyez, de cet état embryonnaire. Bon, maintenant que nous avons eu le pays à notre charge, il faut que nous assumions notre propre tâche, notre propre développement. C'est pourquoi, pour le faire, il faut être unis. Si nous sommes unis avec un même objectif, le progrès, nous allons donc travailler pour le progrès de quoi? De la nation, alors, de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ces valeurs de la République sont prises en considération dans notre pays? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que sans paix, sans apaisement, il ne peut pas avoir d'unité et on ne peut pas avoir le développement. D'accord, vous ne pensez pas? Le travail, effectivement, est l'effort. Même ceux qui croient en ce que les Occidentaux ont écrit, les judéo-chrétiens ont écrit dans la Bible, ils disent tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Parce que le travail donne la dignité à l'homme. Aujourd'hui, le travail a été dévalué. Ok, docteur, parce que nous devons gérer aussi le temps, justement, mais ma question est de savoir, est-ce qu'on a le sentiment que ces valeurs de la République sont respectées ou sont prises en considération dans notre pays aujourd'hui? Guy Benoît. Très bien. Pour en savoir, il faut connaître ce que c'est que le progrès. Puisque nous sommes unis pour le progrès. Nous travaillons pour le progrès. Est-ce que nous avons assuré ce progrès? Est-ce que nous tournons vers le progrès? Est-ce que nous avons atteint le progrès comme l'idéal? Oui, mais puisque le progrès, c'est un processus. Ah oui, parce que le progrès, c'est l'évolution graduelle. Est-ce que vous avez l'impression que nous, on n'évolue pas? J'en arrive. C'est l'évolution graduelle. Oui, qui constitue une évolution bénéfique. Oui, qui constitue une évolution bénéfique. C'est le développement. C'est le développement. Or, ceux qui nous gèrent aujourd'hui pensent que nous allons être émergés en 2000 combien? 25. Si l'émergence est en 2025, ça veut dire que nous ne sommes pas encore émergents. Et donc, si nous ne sommes pas émergents, ça veut dire que nous ne sommes pas encore développés. La preuve, ça fait pas du temps, il y a quelques années, nous étions pays comment? Sous-développés. Et même en voie de développement. On n'était pas encore développés. Dire aujourd'hui que nous sommes développés, c'est utopique. Parce que nous n'avons pas encore atteint l'idéal. Pourquoi? Parce que je me dis, il suffit que le blanc qui nous a laissé en 1960 revienne pour faire le constat. Surtout que nous n'avons pas la culture du constat du bilan. Si le blanc revient ici pour faire le constat, il commence par exemple par l'école. L'école qu'il a laissée en 1960 et celle d'aujourd'hui, est-ce que ça s'équivaut? Quelle est la meilleure école? Celle d'aujourd'hui ou celle d'hier? Je ne sais pas si vous comprenez. On commence par là. Parce que l'enfant du CM2 de 1960 et l'enfant du CM2 de 2019, est-ce qu'ils ont les mêmes qualités? On évalue comme ça. Je crois que le blanc constatera que ce qu'il a formé jusqu'en 1960 et quelques années après, ont plus de connaissances, plus de compétences que ceux que nous avons formés après son départ. Parce que toi et moi, nous savons que nous avons des gens qui ont, soi-disant, des doctorats, qui ont, soi-disant, fini l'école, mais qui n'arrivent pas à mettre en pratique ce qui est si simple, écrite dans l'hymne national, et ne travaillent pas pour la nation, mais pour leur propre intérêt, surtout, et n'arrivent même pas à arranger les routes. Le cas des valeurs, parce que justement, quand on parle des valeurs comme l'unité, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, on ne devrait plus savoir ou on ne devrait plus parler des appartenances ethniques ou départementales, mais qui malheureusement, aujourd'hui, quand
quand on arrive même dans les bureaux, quand tu déposes le dossier, et que si celui qui reçoit le dossier, si c'est un certain Itoa, il constate que le dossier appartient à un certain Bemba, c'est des soucis. Si celui qui reçoit, c'est un certain Malonga, il constate que c'est un certain Okemba, c'est des problèmes. Alors ça veut dire tout simplement que ces valeurs, est-ce que peut-on plutôt dire que ces valeurs, c'est toute une démarche que les anciens ont commencé, qu'aujourd'hui on peut considérer que c'était une démarche utopique? S'il te plaît, moi je voudrais revenir sur le travail. Hein. Parce que ça fait partie des valeurs, il ne peut pas avoir de progrès sans travail. Mais comment voulez-vous que le citoyen de notre pays puisse faire du travail un principe de dignité? Ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé durant leur vie au travail, que ce soit dans le public ou dans le privé, vous savez ce qui se passe, les passions passent difficilement. Ceux-là ne sont pas payés. Il y a aujourd'hui, au niveau du ministère du Travail, 6000 cas d'anciens travailleurs qui ne sont pas encore pris en charge. Ça a été dit hier. Oui, mais à l'Assemblée. Là, ça rentre dans le cadre des moyens ou encore... Non, ça c'est un problème du travail. Ça c'est pour revaloriser le travail qui devait être une dignité. Oui, mais docteur, ça allait être un problème dans le cas où les gens n'avaient pas le culte de l'effort, c'est-à-dire les gens ne veulent pas fournir les efforts dans le cadre du travail. Mais là, au moins, quand même, c'est les gens qui se sont manifestés, voulant travailler, mais pour certaines raisons que vous et moi, nous ne maîtrisons pas, qu'ils ne sont pas pris en considération. Alors, ma question est de savoir, justement, dans ce cadre du travail, est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais que nous sommes, nous avons vraiment la culture de l'effort, c'est-à-dire que nous aimons le travail, parce que nous voyons dans les administrations où quelqu'un arrive, il donne plus du temps à l'église qu'au travail, il arrive au ministère à 10h, à 13h ou 11h midi, et il va dans les enterrements, et puis bon, voilà la suite. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le travail est pris en considération? Est-ce que le Congolais considère le travail en tant que moyen de sa survie? Non, mon cher ami, sans langue de bois, je dis, nous n'avons pas encore atteint le niveau requis. Parce que regarde, nous travaillons de quelle heure à quelle heure? Officiellement, c'est 6h20, mais en tout temps, c'est 7h à 14h. Donc, en tout et pour tout, il y a 8 heures. Mais le Congolais arrive au bureau à quelle heure? Et il repart à quelle heure? Or, moi, ma génération est certainement, puisque le vieux est plus vieux que toi et moi, j'ai connu le code de 2 temps. Hein? Vous fréquentez le matin, vous revenez le soir. Nous sommes l'un des rares pays en Afrique qui ne travaillent que de 7h à 14h. Pendant ce temps, les autres font 2 temps. Vous comprenez? Ils font 2 temps. Donc, le matin et le soir, et le travail finit à 17h. Vous voyez? Donc, celui qui a 2 temps, il travaille plus que celui qui ne fait que 8 heures du temps. Et dans les 8 heures, il y a combien de temps que nous passons au bureau? Et vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, on y arrive à 8h ou 9h, 10h, on repart avant 14h. Quand c'est la récréation, on veut prendre une pause, on est parti jusqu'à la maison. Et en ce moment, donc, nous ne travaillons pas encore. Nous ne travaillons pas encore ou assez. On ne travaille pas parce que ce travail-là ne produit encore rien. Puisque il y a des penseurs avant toi et moi qui ont dit le travail assure l'indépendance. Est-ce que notre travail assure l'indépendance? Alors, docteur, pourquoi? Une question de curiosité, certainement. Vous, en tant que... Vous avez de l'expérience justement par rapport à l'évolution de notre société. Alors, aujourd'hui, pourquoi les Congolais d'aujourd'hui ne cultivent plus d'efforts, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas le travail en tant que tel? C'est dû à quoi? Moi, je voulais seulement qu'on compare le niveau de vie des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Nous, quand on était au collège, quand on voyait passer les aînés qui étaient au lycée, on voulait être comme eux. Donc, se battre pour aller au lycée. Quand nous sommes arrivés au lycée, nous voulons nous battre pour aller à l'enseignement supérieur. Mais beaucoup de Congolais oublient que la FESAC, qui est ici, recevait les étudiants qui venaient du Gabon, du Tchad, de la Centrafrique, du Cameroun. Les gens oublient que l'hôpital général de Brazzaville recevait les malades de toute la F.
Mais ça, les Congolais d'aujourd'hui ne le savent pas. Aujourd'hui, c'est nous qui envoyons maintenant les malades au Gabon, qui envoyons les malades en Afrique du Sud, qui envoyons les malades au Maroc. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé. Pourquoi on n'a pas travaillé? Parce qu'on n'a pas donné au travail la dignité à l'homme. Mais on ne peut pas travailler sans avoir l'assurance qu'à la fin du mois, vous aurez le salaire. On ne peut pas se mettre au travail d'une manière accrue lorsqu'on sait que non, moi je travaille, je cotise à ma retraite, au moins je suis sûr que j'aurai ma pension. Mais comme les retraités sont devenus des serpents sans venin, mais qui s'en occupe? Alors, nous sommes en train d'aller justement à la fin de notre émission. Alors, je veux poser une question simple parce que justement, c'est ce que certainement les téléspectateurs attendent. Alors, aujourd'hui, le fait que nos propres valeurs ne sont pas prises en considération, quelles peuvent être les conséquences justement de l'avenir de notre société? Bon, vous savez, dès lors que nous ne savons pas pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi nous sommes dans ce territoire, pourquoi nous vivons comme Congolais, parce que aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les Congolais de notre génération, donc 2019, aujourd'hui, chaque Congolais préfère d'abord parler de son ethnie, de sa tribu, l'intérêt de sa tribu, de ses frères, de lui-même, que l'intérêt général. Vous comprenez cela, le mal? Donc, dès lors que celui qui a une fonction ne l'accomplit pas pour l'intérêt général, dès lors que l'infirmier ne pense que à sa poche, le journaliste ne pense que à lui, dès lors que le policier ne pense pas à la caisse de l'État, dès lors que le douanier s'arc-boute, la chaîne qui amène au trésor, dès lors que chacun de nous, même le rabatteur, fait la loi, dès lors que le taximan, le chauffeur de bus fait la loi dans un pays comme le nôtre, je vous assure que nous allons droit contre mur, et c'est la déliquescence. Et donc, l'État n'a pas encore ses bases, alors que c'est pour la puissance publique, puisqu'il n'y a pas la coercition, puisqu'il n'y a pas la punition, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui met tout le monde au travail et qui y veille. Merci Guy Benoît, parce que nous sommes en train d'aller pratiquement à la fin. Alors, docteur, je vous donne 30 secondes rapidement, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Vous savez que la télé, c'est aussi l'heure. Rapidement, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut faire, vu toutes ces conséquences-là? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que nous puissions éviter justement la dérive? Parce que d'après ce que dit Guy Benoît de Victor, ça veut dire que c'est carrément la dérive. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette dérive-là en 30 secondes? Moi, je pense qu'il nous faut une nouvelle gouvernance au Congo-Brazzaville qui doit être assortie d'un dialogue inclusif où tous les fils et les filles du Congo doivent se retrouver pour faire le diagnostic. Pourquoi unité, travail, progrès a été un échec? Sur toutes les lignes, il n'y a ni unité, il n'y a ni travail et le pays n'a pas progressé. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin donc, de notre émission. Merci à vous qui avez suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt. Merci aux invités, chers amis Guy Benoît de Victor et puis le docteur Alex. Donc, en ce qui me concerne, je vous dis au revoir et bonne suite de programme avec ESTV. Je salue tous ceux qui nous aiment bien, c'est-à-dire ceux qui aiment bien cette émission. Et le thème a tellement été tellement vaste, mais on aura la prochaine fois l'occasion de se retrouver avec le même thème. Merci et bonne soirée et à bientôt. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo